Voilà, voilà, écoute. La dernière fois, dans, dans notre effort pour analyser les différentes dimensions de l'individualité, j'avais essayé de développer ce thème précisément de la présence de l'infini dans la philosophie du XVIIe siècle. Et comment et sous quelle forme se présentait cet infini. Or ça, en un sens, c'est un thème très flou, si vous voulez, parce que il me semble que ça vaut vraiment pour la nature de cette pensée au XVIIe siècle. Et je voudrais là presque en tirer des thèmes relativement flous, toujours concernant cette conception de l'individu. C'est presque en tournant, presque essayer d'ajouter des petites des remarques concrètes pour vous faire sentir cette espèce de conception infinitiste de l'individu. Et je dis particulièrement dans le cas de Spinoza. Mais là, peut-être que Spinoza, justement, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, donne une expression parfaite et comme poussée jusqu'au bout de thèmes épars chez d'autres auteurs du XVIIe siècle. Je dis, dans toutes ces dimensions, l'individu, tel que le présente Spinoza, je dirais, ou j'aurais envie de dire trois choses. Que d'une part, il est rapport, que d'autre part, il est puissance, et que, enfin, il est, dès lors, mode, mais un mode très particulier, un mode qu'on pourrait appeler un mode intrinsèque. Mode intrinsèque. Et au moins au début d'aujourd'hui, c'est ça que je voudrais expliquer, ces trois thèmes. L'individu, si on, pour fixer des mots en latin, c'est des termes qui réapparaissent beaucoup dans les philosophies du Moyen-Âge, de la Renaissance. Je dirais que l'individu en tant que rapport, il nous renvoie à tout un plan qui peut être désigné sous le nom de la composition. Composition. La composition, comme si dès lors l'individu est en rapport et tout individu est en rapport, il y avait une composition des individus entre eux et l'individuation n'était pas séparable de ce mouvement de la composition. Deuxième point, il est puissance, c'est-à-dire potentia. Ce serait le second grand concept de l'individualité, non plus la composition qui renvoie au rapport, mais la potentia. Et troisième, étant potentia, il est quelque chose de très spécial qui recevra le nom, en effet, chez certains philosophes du Moyen-Âge qui avaient reçu le nom de mode intrinsèque, modus intrinsecus. Et le modus intrinsecus, vous le retrouvez très souvent au Moyen-Âge dans certaines traditions, sous le nom de gradus. C'est le degré, le mode intrinsèque ou le degré. Bon. C'est donc chacun de ces trois domaines, rapport et composition de rapport, puissance, degré ou mode intrinsèque, que je voudrais un peu essayer de définir le plus concrètement possible. Je dis d'abord, voyez bien qu'il y a quelque chose de commun à ces trois thèmes. À savoir, c'est par là et sous ces trois thèmes à la fois que l'individu n'est pas substance. S'il est rapport, il n'est pas substance. Parce que la substance concerne un terme et non pas un rapport.
La substance, elle est, comme ils disent au Moyen-Âge, le latin il est très commode là, elle est terminus, elle est un terme. S'il est puissance, il n'est pas substance non plus, parce que ce qui est substance fondamentalement, c'est la forme. C'est la forme qui est dite substantielle. Et enfin, s'il est degré, il n'est pas substance non plus. Pourquoi? Parce que sans doute tout degré renvoie à une qualité qu'elle gradue. Tout degré est degré d'une qualité. Or, ce qui détermine une substance est une qualité. Mais le degré d'une qualité n'est pas substance. Donc, vous voyez, tout ça tourne autour de la même intuition de l'individu comme n'étant pas substance. Je commence par le premier caractère. L'individu est rapport. C'est peut-être une des premières fois, il me semble, dans l'histoire de la philosophie, que va se dessiner une tentative pour penser le rapport à l'état pur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, penser le rapport à l'état pur? D'une certaine manière, est-il possible de penser le rapport indépendamment de ses termes? Le rapport à l'état pur, ce sera un rapport indépendant de ses termes. Qu'est-ce que ça veut dire, un rapport indépendant de ses termes? Il y avait déjà eu une tentative assez forte chez un grand philosophe de la Renaissance, dont on a un peu parlé pour évoquer son nom, à savoir chez Nicolas Tkuse. Chez Nicolas Tkuse, dans beaucoup de textes que je trouve vraiment très beaux, il y a une idée qui sera tellement reprise ensuite qu'il me semble que c'est chez lui qu'elle apparaît fondamentalement. À savoir que tout rapport est mesure, seulement que toute mesure, c'est-à-dire tout rapport, plonge dans l'infini. Il le montre à propos d'analyse, il s'occupait beaucoup, par exemple le cardinal de Cuse, il s'occupait beaucoup d'histoires concernant la pesée, la mesure des poids. Il a des pages très bizarres sur la pesée, la mesure des poids, en tant que la mesure relative de deux poids renvoie à une mesure absolue. Et la mesure absolue, elle met toujours en jeu l'infini. C'est très bizarre ce thème, si vous voulez, qu'il y a une immanence du rapport pur et de l'infini. En entendant par rapport pur, le rapport séparé de ses termes. Donc c'est pour ça que c'est tellement difficile de penser le rapport indépendamment de ses termes. C'est pas parce que c'est impossible, mais c'est parce que ça met en jeu une immanence mutuelle de l'infini et du rapport. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comme si, on pourrait à ce moment-là définir l'intelligence, ça a été beaucoup fait, l'intellect, comme la faculté de poser des rapports. Mais précisément, dans l'activité dite intellectuelle, il y a une espèce d'infini qui est impliqué. C'est au niveau du rapport que se ferait l'implication de l'infini par l'activité intellectuelle. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sans doute est-ce qu'il faut attendre le XVIIe siècle pour trouver un premier statut, je ne dis pas qu'on s'en tiendra là, mais un premier statut du rapport indépendant de ces termes. Car ce que beaucoup de philosophes cherchaient dès la Renaissance, y compris avec les moyens mathématiques dont ils disposaient, ça va être porté à une première perfection au XVIIe siècle, grâce précisément au calcul infinitésimal. En quoi? Là, je voudrais dire des choses très très simples qui n'engagent absolument rien de connaissance de vous de mathématiques. C'est-à-dire, même si vous n'en avez aucune, vous devez comprendre ceci. Le calcul infinitésimal met en jeu un certain type de rapport. Ma question est quel type de rapport arrive au jour avec le calcul infinitésimal, et qui sans doute était très pressenti avant, grâce à des méthodes dites d'exhaustion qui étaient comme une préfiguration du calcul infinitésimal. Dans le rapport auquel le calcul infinitésimal donne un statut solide,
ou en tout cas apparemment solide. C'est ce qu'on appelle un rapport différentiel. Et un rapport différentiel est du type dy sur dx égale quoi, on va voir. dy sur dx égale. Bon, comment définir ce rapport dy sur dx égale? Encore une fois, je ne fais appel à rien, aucune connaissance mathématique. Donc tout le monde doit comprendre. Ce qu'on appelle dy, c'est une quantité infiniment petite, ou, comme ce sera nommé, une quantité évanouissante, une quantité plus petite que toute quantité donnée ou donnable. Quelle que soit la quantité que vous vous donnez, dy, quelle que soit la quantité de y que vous vous donnez, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de y considérée, dy sera plus petit que cette valeur, si loin que vous alliez. Donc, je peux dire, dy en tant que quantité évanouissante est strictement égal à 0 par rapport à y. De la même manière, dx est strictement égal à 0 par rapport à x. En effet, dy est la quantité évanouissante de y, dx est la quantité évanouissante de x. Donc je peux écrire, et les mathématiciens écrivent, dy sur dx égale 0 sur 0. C'est le rapport différentiel. Vous me suivez? Si j'appelle y une quantité des abscisses, x une quantité des ordonnées, je dirais, bon, dy égale 0 par rapport aux abscisses, dx égale 0 par rapport aux ordonnées. Voilà la question. Là-dessus, si vous comprenez ça, bon, très bien, c'est pas difficile. dy sur dx égale 0 sur 0, d'accord? Est-ce que ça est égal à 0? Évidemment non. dy n'est rien par rapport à y. dx n'est rien par rapport à x. Mais dy sur dx ne s'annule pas. Le rapport subsiste. Et le rapport différentiel se présentera comme la subsistance du rapport quand les termes s'évanouissent. Ils ont trouvé, là c'est très très important, ils ont trouvé l'outil mathématique. Et même quand ils le traitent uniquement comme outil, comme convention, ils ont trouvé la convention mathématique. Ils ont fondé la convention mathématique qui leur permet de traiter des rapports indépendamment de leurs termes. Or, quelle est cette convention mathématique? Je résume, c'est l'infiniment petit. Voilà en quoi je peux dire le rapport pur implique nécessairement l'infini, sous la forme de l'infiniment petit. Car le rapport pur, ce sera le rapport différentiel entre quantités infiniment petites. C'est au niveau du rapport différentiel que est exprimé à l'état pur l'immanence réciproque de l'infini et du rapport. Si vous comprenez ça, vous avez presque tout compris. Je dis dy sur dx égale 0 sur 0, mais 0 sur 0, c'est pas 0. En effet, ce qui subsiste lorsque y et x s'annulent sous forme dy et dx, ce qui subsiste, c'est le rapport dy sur dx qui, lui, n'est pas rien. Or, ce rapport dy sur dx, qu'est-ce qu'il désigne? À quoi est-ce qu'il est égal?
mettons, pour procéder vraiment très simple, mais justement c'est ce que je souhaite, on dira dy sur dx égale z. C'est-à-dire, il ne concerne rien de y ni de x, puisque c'est y et x sous forme de quantité évanouissante. Donc il ne concerne rien concernant y ou x. Il désigne z. Je veux dire quoi? Exemple tout simple. Quand vous avez un rapport dy sur dx dégagé par exemple à partir du cercle, vous voyez, à partir d'un cercle, ce rapport dy sur dx égale 0 sur 0 ne concerne rien du cercle, mais renvoie à une tangente dite trigonométrique. Bon, là, peu m'importe, hein, vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Vous comprenez juste dy sur dx égale z. C'est-à-dire, le rapport qui est indépendant de ces termes va désigner un troisième terme et va servir à la mesure et à la détermination d'un troisième terme, la tangente trigonométrique. Je peux dire en sens que, voyez, le rapport infini, c'est-à-dire le rapport entre infiniment petit, renvoie à quelque chose de fini. L'immanence mutuelle de l'infini et du rapport est dans le fini. C'est dans le fini lui-même qu'il y a immanence du rapport et de l'infiniment petit. Pour réunir ces trois termes, le rapport pur, l'infini et le fini, je dirais quoi? Je dirais le rapport différentiel dy sur dx tend vers une limite. Cette limite, c'est z. Il tend vers une limite, il tend vers la limite z, c'est-à-dire la détermination de la tangente trigonométrique. D'accord. Il faudrait que ce soit très clair, parce que là, je crois, si vous voulez, si vous acceptez cette... Là, je crois qu'on est vraiment dans un nid, dans un espèce de nœud de notion d'une extraordinaire richesse. Et lorsque, après, les mathématiciens diront « Ah ben non, interpréter le calcul infinitésimal par l'infiniment petit, c'est barbare, c'est pas ça, ils n'ont rien compris, etc. » Bien sûr, ils ont raison de quel point de vue, je ne sais même pas de quel point de vue. Mais c'est tellement mal posé le problème, vous savez, tellement mal. Le fait est que le XVIIe siècle, par son interprétation du calcul infinitésimal, trouve un moyen de souder trois concepts clés, à la fois pour les mathématiques et pour la philosophie. Ces trois concepts clés, c'est les concepts d'infini, de rapport et de limite. Donc, la formule, si vous voulez, si j'extrais une formule de l'infini du XVIIe siècle, je dirais quelque chose de fini comporte une infinité sous un certain rapport. Alors cette formule, elle peut paraître toute plate. Quelque chose de fini comporte l'infini sous un certain rapport. En fait, elle est extraordinairement originale. Elle marque précisément un point d'équilibre de la pensée du XVIIe siècle entre le fini et l'infini, par une théorie nouvelle des rapports. Et alors, quand ces types ensuite considèrent comme allant de soi que dans la moindre dimension finie, il y a l'infini. Vous comprenez, quand dès lors, il parle de l'existence de Dieu tout le temps, mais c'est beaucoup plus intéressant qu'on ne croit, il ne s'agit pas finalement de Dieu. Il s'agit de la richesse de
cette implication de concept, rapport infini, limite. Voyez, je vous laisse, ce serait ça mon premier point, en quoi l'individu est-il rapport. Mais l'individu fini, vous voyez, évidemment, l'individu fini, vous allez retrouver au niveau de l'individu fini, mais bien sûr, il y a une limite. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'infini, et ça n'empêche pas qu'il y a un rapport et que ces rapports se composent, que les rapports d'un individu se composent avec un autre, et que toujours, il y a toujours une limite qui marque la finitude de l'individu, et il y a toujours un infini d'un certain ordre qui est engagé par le rapport. C'est une drôle de vision du monde, hein, si vous en faites une vision du monde. Je veux dire, si vous consentez à voir qu'ils ne pensaient pas seulement comme ça, ils voyaient comme ça. C'était leur goût à eux, c'est leur manière de traiter les choses. Alors vous voyez, vous comprenez pourquoi. C'est pas par assimilation facile que quand ils voient, que quand les histoires de microscope se montent, ben, ils y voient une confirmation. Le microscope, c'est l'instrument à nous donner un pressentiment sensible. Là, ils ne sont pas idiots. Un pressentiment sensible et confus de cette activité de l'infini sous tout rapport fini. Et le texte de Pascal sur les infinis, qui est un texte extrêmement simple, là aussi, c'est de grands mathématiciens, mais quand ils essaient de faire comprendre la manière dont ils voient le monde, ils n'ont pas besoin de tout leur savoir mathématique. Parce que les deux se confortent, les deux s'appuient l'un l'autre. Donc Pascal, il peut faire son texte sur les deux infinis sans aucune référence à quoi que ce soit de mathématique. Il aurait pu le faire en mathématicien, son texte sur les deux infinis. Là, il n'a pas besoin. Parce qu'il dit des choses extrêmement simples, mais extrêmement originales. En effet, l'originalité, c'est dans cette manière de souder trois concepts, qui à première vue, dont le lien n'a pas de soi, et qui, au XVIIe siècle, voilà qu'ils veulent montrer que le lien est nécessaire. Encore une fois, rapport, limite, infini. Bon. Repos. Si vous n'avez pas compris ça, je recommence. Hein. Sinon, c'est essentiel, essentiel. Il faudrait que vous saisissiez que ça fait quand même un drôle de monde. Pour nous, notamment, c'est vrai, on ne pense plus comme ça, mais quelle joie, là, je crois qu'on ne pense plus exactement comme ça. Si vous voulez, nous, c'est plutôt à force de rien savoir en mathématiques qu'on peut comprendre ce que je dis. Eux, c'est à force d'en savoir en mathématiques qu'ils arrivaient à comprendre ça. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons raison. Ce qui a changé, c'est évidemment tout un système de mathématiques comme convention, mais ça n'a changé que si vous comprenez que les mathématiques modernes, elles pointent aussi leurs concepts sur des ensembles de notions, des implications de notions d'un autre type, mais également originales. Voilà. Dois-je recommencer? Devais-je recommencer? Devrais-je recommencer? Faut-il? Ouais. Ce serait bien ça. Ce serait un éclaircissement. Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce qu'on peut dire que la limite, c'est-à-dire le fini, est la raison de connaissance, l'infini, la raison d'être, du rapport lui-même? Oui. Oh oui, ce serait bien. Ce serait très bien, ça serait très clair. Vous voyez, oui, on dirait la limite vers laquelle tend le rapport. C'est la raison de connaître le rapport comme indépendant de ses termes, c'est-à-dire de x et de y. Et l'infini, l'infiniment petit, c'est la raison d'être du rapport. En effet, c'est la raison d'être des y sur des x. Ouais, on peut le dire absolument. Est-ce qu'ils le disent? Attendez. Ouais, ils le disent. Pas si bien, pas si clairement. Parfait.
Oui, puisqu'ils le disent forcément, puisqu'ils disent tous finalement. La formule de Descartes. L'infini conçu et pas compris. C'est-à-dire, on ne le comprend pas, l'infini. Parce qu'il est incompréhensible, mais on le conçoit. C'est la grande formule de Descartes, on peut le concevoir clairement et distinctement, mais le comprendre, c'est autre chose. Donc on le conçoit, il y a donc une raison de connaissance de l'infini. Il y a une raison de connaître qui est distincte de la raison d'être. Comprendre, ce serait saisir la raison d'être. Mais nous, on ne peut pas saisir la raison d'être de l'infini parce qu'il faudrait être adéquat à Dieu. Or, notre entendement est seulement fini. En revanche, on peut concevoir l'infini, c'est-à-dire le concevoir clairement et distinctement. Donc, on a une raison de le connaître. Oui, tout à fait. Bien. Je dis, il faut vraiment que vous compreniez ça, que ce soit limpide, parce que mon second point, il va tellement dépendre de ça que... Ça va? Alors, si je me permets d'insister encore une fois, faites comme... Il faudrait que la philosophie conquiert enfin ces exercices pratiques. Les exercices pratiques en philosophie, ça devrait être des expériences de pensée. Vous savez, les Allemands ont formé la notion d'expérience de pensée. Ça veut dire à la lettre d'expérience qu'on ne peut faire que par la pensée. Ça ne veut pas dire des expériences intérieures ni psychologiques. Des expériences de pensée seraient très curieux. Là, ce serait le titre d'un exercice pratique. Exercice pratique 12, par exemple. Alors, ce serait comme ça qu'on pourrait rétablir les notes en philosophie. Vous apporteriez votre exercice pratique 12. Voilà. Ce serait, alors pour la prochaine fois, construisez un motif, pas une figure, parce qu'une figure c'est quelque chose de sensible. Construisez un motif quelconque, à votre choix, qui réunisse les trois thèmes, et eux seulement, de l'infini, du rapport et de la limite. Au besoin, dessinez-le. Voilà. Ce serait une expérience de pensée, vous voyez. Non, vous voulez pas ça? Non, d'accord. C'est pas court la semaine prochaine. Si, la semaine prochaine, oui, pour la semaine prochaine. Si vous voulez studer, pour la semaine prochaine. Voilà. Enfin, je signale que c'est cette semaine, c'est la dernière semaine où je reçois encore des petites fiches pour l'UV. Bon. Est-ce que ça y est, vraiment, hein? Vraiment? J'ai pas besoin de revenir là-dessus. Dommage. Bon. Alors, passons, hélas, au second point. Et vous voyez comment il s'enchaîne avec le premier, puisque j'ai dû invoquer la notion de limite. En effet, pour rendre compte de l'immanence de l'infini dans le rapport, et encore une fois, ça me paraît, plus je répète ça, c'est curieux, plus je me dis, mais en effet, c'est très important. La thèse suivant laquelle il y a une immanence de l'infini dans le rapport. Remarquez, voilà, je précise, je reviens encore à mon premièrement pour vous faire pressentir l'importance. Moi, je crois par goût d'abord que c'est la logique des rapports, des relations, est une chose fondamentale pour la philosophie. Hélas, la philosophie française, elle ne s'est jamais très intéressée à ça. Mais la logique des relations, ça a été une des grandes créations des Anglais et des Américains. Mais je dirais il y a eu deux stades. Il y a un stade qui est très connu, qui est précisément le stade, enfin, mettons, anglo-saxon, de la logique des relations, telle qu'elle se fait à partir de Russell. C'est-à-dire telle qu'elle se fait à la fin du 19e, début 20e. Or, cette logique des relations prétend se fonder sur ceci: l'indépendance du rapport par rapport à ces termes, mais cette indépendance du rapport par rapport à ces termes, cette autonomie du rapport par rapport à ces termes, se fonde sur des considérations finies,
se fonde sur un finitisme. Par exemple, Russell amène une période atomiste pour développer sa logique des relations. Voyez, je dis, ce que je veux dire, c'est que ce stade avait été préparé par un stade très très différent. Je dirais le grand stade classique de la théorie des rapports, c'est pas du tout comme on dit. On dit d'habitude, ah ben oui, avant, ils confondaient logique des relations et logique d'attribution. Ils confondaient les deux types de jugement. Le jugement de relation, Pierre est plus petit que Paul, et le jugement d'attribution, Pierre est jaune ou blanc ou rouge. Donc ils n'avaient pas conscience des rapports. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Dans la pensée dite classique, il y a une grande conscience, il y a une prise de conscience fondamentale de l'indépendance du rapport par rapport aux relations. Seulement cette prise de conscience passe par l'infini. La pensée du rapport en tant que pur rapport ne peut se faire que par référence et par appel à l'infini. Encore une fois, c'est ça une des grandes originalités du XVIIe siècle. Bon. Alors je reviens à mon second thème. Vous vous rappelez, mon second thème, c'est l'individu et puissance. Là, je viens de commenter très vaguement, donner comme le ton de la formule l'individu et rapport. L'individu n'est pas substance, il est rapport. Mon second thème, c'était, vous vous rappelez, l'individu n'est pas forme, il est puissance. Eh bien, pourquoi ça s'enchaîne? C'est que ce que je viens de dire sur le rapport différentiel. 0 sur 0 n'est pas égal à 0, mais tend vers une limite. Je dis immédiatement, considérez que lorsque vous dites ça, et lorsque vous lancez le concept très particulier, là aussi que les mathématiciens plus tard dénonceront, mais s'ils avaient raison de les dénoncer, est-ce que ça ne reste pas un concept philosophique fondamental? Lorsque les philosophes et les mathématiciens du XVIIe lancent ce thème de tendre vers une limite, la tension vers une limite, toute cette idée de la tendance au XVIIe siècle, que vous retrouvez par exemple chez Spinoza, au niveau d'un concept spinoziste, celui de conatus. Chaque chose tend à persévérer dans son être. Chaque chose s'efforce, puisque s'efforcer en latin, ça se dit conor, ou conatus, l'effort ou la tendance. Bon. Voilà que la notion de limite est définie en fonction d'un effort. Et la puissance, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est la tendance même ou l'effort même en temps qu'il tend vers une limite. C'est donc le concept, là nous nous trouvons devant encore un nouveau concept. Je voudrais que vous sentiez à quel point tous ces concepts sont liés du point de vue d'une création conceptuelle. Tendre vers une limite, c'est ça la puissance. Concrètement, on vivra comme puissance tout ce qui est saisi sous l'aspect de tendre vers une limite. Bon. Je dis, si la limite est saisie à partir de la notion de puissance, à savoir tendre vers une limite, vous voulez, en termes de calcul infinitésimal tout petit, tout rudimentaire, tout de vulgarisation, eh bien oui, le polygone qui multiplie ses côtés tend vers une limite qui est la ligne courbe.
La limite, c'est précisément le moment où la ligne angulaire, à force de multiplier ses côtés, est-ce qu'on peut dire rejoint? Non, puisque c'est à l'infini. Bon, mais tension vers une limite. C'est donc la tension vers une limite qui maintenant implique l'infini. Le polygone, en tant qu'il multiplie ses côtés à l'infini, tend vers le cercle. Bon. Je dis, et je voudrais presque là, rêver devant vous, exactement comme pour le truc précédent, le thème précédent. Quel changement dans la notion de limite ça fait intervenir, ça? Parce que la limite, c'était une notion bien connue. Mais on ne parlait pas de tendre vers une limite. Pourquoi? La limite, bien sûr, bien plus, c'est un concept philosophique clé. Alors toujours dans mon effort que ces trucs, notre travail vous serve un peu à voir qu'est-ce qui intervient comme création en philosophie, je prends ça à nouveau comme lieu d'une création de concept. Lorsque, par exemple, se fait une véritable mutation du point de vue de la pensée dans la manière de penser un concept. Limite, qu'est-ce que c'était? Les Grecs ont un mot, là je vous cite en même temps des mots étrangers, parce que c'est très utile parfois dans un texte qu'on le voit écrit en grec, ou ce mot, parce qu'il est très important dans la philosophie grecque, c'est péras. P-E-R-A-S. Péras, c'est... En grec ancien, c'est la limite. Mais qu'est-ce qu'ils appellent limite au plus simple? Il y a toutes sortes de théories de la limite. Et même Platon fera une grande théorie de la limite. Tiens, Platon fait une grande théorie de la limite. Donc, il faut s'y intéresser. Mon objet, vous voyez bien, pour que vous suiviez bien, c'est de m'interroger sur cette conception de la limite avant le XVIIe siècle, qui était évidemment d'une toute autre nature. Or, c'est tout simple. Je veux dire, si compliqué que soit la théorie même de Platon. Il y a un point sur lequel tout le monde peut comprendre, qu'est-ce qu'ils appellent des limites? Les géomètres, à ce moment-là. Les limites, c'est des contours. C'est des contours. Eh bien, c'est des points, c'est des termes. Voilà. La limite, c'est un terme, terminus. Un volume a pour limite des surfaces. Par exemple, un cube est limité par 4 carrés. Six. Six. Quelque chose me gênait. 6 carrés. Hein? Voilà. Ouf. Bon. Un segment de droite est limité par 2 points. Bon, voilà. Je ne m'aventure pas plus loin parce que... Platon, dans un ouvrage très, très beau, qui s'appelle le Timée, fait une grande théorie des figures et de leurs limites conçues comme contours. Et pourquoi cette conception de la limite comme contour peut être considérée comme à la base de ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'idéalisme? Suivez-moi bien. Forcément, ça se concilie très bien, cette conception de la limite comme contour. La limite, c'est le contour de la forme. Que la forme soit purement pensée ou qu'elle soit sensible, de toute manière, on appellera limite le contour de la forme. Ça se concilie très bien avec un idéalisme, parce que si la limite, c'est le contour de la forme, après tout, et à la limite, qu'est-ce que ça peut me faire, ce qu'il y a entre les limites?
Que je mette du sable, du bronze, ou de la matière pensée, de la matière intelligible, entre mes limites, ce sera toujours un cube. Ce sera toujours un cercle. En d'autres termes, l'essence est la forme même rapportée à son contour. Je pourrais parler du cercle pur parce qu'il y a un pur contour du cercle. Je pourrais parler d'un cube pur sans préciser de quoi il s'agit. Et je les nommerai idées du cercle, idées du cube. D'où l'importance de cette conception du péras contour dans la philosophie de Platon, où l'idée, ce sera très exactement. Très exactement, non, parce que c'est tellement plus compliqué que ce que je dis, j'en tire un tout petit truc. L'idée, ce sera la forme rapportée à son contour intelligible. Vous voyez, en d'autres termes, dans l'idée de la limite contour, la philosophie grecque trouve une confirmation très fondamentale pour sa propre, dirais-je, sa propre abstraction. Non pas qu'elle soit plus abstraite qu'une autre philosophie, mais elle y voit la justification de l'abstraction telle qu'elle la conçoit, à savoir l'abstraction des idées. Bon, ça, je viens de dégager la notion, la conséquence philosophique de cette idée de la limite contour. L'individu, ce sera dès lors la forme rapportée à son contour. Si je cherche sur quoi s'appuie pratiquement une telle conception, je dirais, pour reprendre un peu là des choses dont on avait parlé un peu précédemment à propos de la peinture, par exemple, je dirais que la forme rapportée à son contour, c'est par excellence un monde sensible de type tactilo-optique, tactile-optique. La forme optique est rapportée par, ne serait-ce que par l'œil, c'est-à-dire ne serait-ce qu'indirectement, à un contour tactile. Alors ça peut être le doigt de l'esprit pur. Le contour, il a forcément une espèce de référence tactile. Et si on parle du cercle comme pure idée, ou du cube comme pure idée, dans la mesure où on le définit par son contour, et où on rapporte la forme intelligible à un contour, il y a une référence, si indirecte qu'elle soit, à une détermination tactile. Et là, j'y retrouve confirmation, encore une fois. Il est complètement faux, une fois de plus, de définir le monde grec comme le monde de la lumière. C'est un monde optique, bien sûr, c'est même ça qu'ils ont découvert. Ils ont amené en art, en philosophie, etc., un monde optique, mais pas du tout un monde optique pur. Le monde optique que les Grecs promeuvent, il est déjà suffisamment attesté par le mot dont ils se servent pour parler de idée, eidos. Eidos, qui est un terme qui renvoie à la visualité, qui renvoie au visible, la vue de l'esprit. Mais cette vue de l'esprit, elle n'est pas purement optique. Elle est optique tactile. Pourquoi? Parce que la forme visible, est rapportée, ne serait-ce qu'indirectement, au contour tactile. Et l'expérience pratique, alors c'est même pas étonnant que pourtant quelqu'un qui réagira contre l'idéalisme platonicien
au nom même d'une certaine inspiration technologique. C'est Aristote. Mais si vous considérez Aristote, là, la référence tactile du monde optique grec apparaît de toute évidence. Dans sa théorie, dans une théorie toute simple, qui consiste à dire la substance est un composé, du moins les substances sensibles sont un composé de forme et de matière, et c'est la forme qui est l'essentiel. C'est la forme qui est l'essentiel, et la forme, c'est quoi? Ben, précisément, elle est rapportée à son contour. Et l'expérience constamment, assez constamment invoquée par Aristote, c'est quoi? C'est le sculpteur. C'est le sculpteur. Et ça doit nous intéresser beaucoup, parce que la statuaire grecque a la plus grande importance dans tout ça, dans ce monde optique. C'est un monde optique, mais de sculpture, c'est-à-dire où la forme est déterminée en fonction d'un contour, où la forme optique est déterminée en fonction, ne serait-ce qu'indirect, d'un contour tactile. Tout se passe comme si la forme visible était impensable hors d'un moule tactile. Et ça, c'est l'équilibre grec, c'est son équilibre à lui. C'est une espèce d'équilibre, oui. La possibilité même de voir l'aidos comme conditionnée par la séparation de l'âme et du corps sensible. Oui, ah ben non, là je croyais que tu m'avais... c'est peut-être que j'ai été trop vite. Je veux dire ça, c'est la lettre du texte, tu as complètement raison. L'eidos est saisi par l'âme. Et ça nous dit encore rien. C'est-à-dire l'eidos, l'idée pure, n'est évidemment saisissable que par l'âme pure. Ma question, elle est tout à fait autre. À savoir que comme l'âme pure, nous ne pouvons en parler selon Platon lui-même que par analogie, vu que notre âme, nous ne l'expérimentons qu'en tant qu'elle est liée à un corps, nous ne pouvons en parler que par analogie. Donc, du point de vue de l'analogie, j'aurais toujours à me dire, d'accord, c'est l'âme pure qui saisit, l'idée pure, rien de corporel là-dedans. C'est une saisie purement intellectuelle ou spirituelle. Mais cette âme pure qui saisit l'idée, est-ce qu'elle procède à la manière d'un œil, à la manière de, ou est-ce qu'elle procède aussi à la manière d'un toucher? Toucher qui serait alors purement spirituel, tout comme œil qui serait purement spirituel, c'est-à-dire cet œil c'est le troisième œil, tout comme ce toucher ce serait le 11e doigt. Ce serait manière de dire. Mais il leur faut bien l'analogie, il faut bien à Platon des raisonnements analogiques. Alors toute ma remarque ça consiste à dire, l'âme pure, elle n'a pas plus, en toute réalité, elle n'a pas plus d'œil que de toucher. Elle est en rapport avec les idées, tu as complètement raison. Ça n'empêche pas que le philosophe, pour parler précisément de cette appréhension de l'idée par l'âme, doit se demander quel est le rôle, on dirait, alors toujours pour parler grec, quel est le rôle d'un analogone d'œil et d'un analogone de toucher, d'un analogue d'œil et de toucher, dans la saisie de l'idée. À quoi je réponds, il y a bien ces deux analogas. Il y a bien ces deux analogues. Car l'idée est constamment dit, vue par l'âme, encore que l'âme n'est pas Dieu. Mais en même temps, cette idée pure forme vue par l'âme n'est vue par l'âme que dans la mesure où elle se réfère aussi à un contour qui est élément constituant de la forme vue, et ce contour renvoie à un analogue de toucher. D'accord? Pas tout à fait. Parce que précisément, la limite chez Platon, c'est pas simplement, c'est aussi ça, mais ça n'est pas simplement le contour
Oh, d'accord, une ça. forme. D'accord, La limite d'accord. est aussi la force qui contient une puissance infinie. Et pour Platon, la puissance infinie que la limite contient en tant que force, il la ressent, Platon, comme une puissance littéralement démoniaque. Je vais te... C'est Ouais. une puissance terrifiante. Ah bah oui, ah bah on est d'accord. Alors. Et la puissance terrifiante, On est d'accord. c'est la puissance qui a provoqué justement l'union mortelle de l'âme et du corps, dont la philosophie et la séparation. Oui, mais alors là, tu me dépasses, mais en me donnant encore plus raison que je n'aurais voulu avoir raison. Parce que ça revient à dire, ah mais attention, Platon a très fort un pressentiment d'une toute autre conception de la limite, qui ne serait plus la limite contour, mais précisément elle lui paraît plus ou moins démoniaque, parce que tout dépend des textes. D'accord, d'accord. Et c'est finalement ce monde qu'il faut à la fois, bien sûr, contempler, mais conjurer, oui. Tu vois, il s'en sauvera par le contour, même s'il y a chez lui des textes qui préparent déjà une toute autre conception de la limite. Et là, je croyais que tu allais foncer là-dessus, parce que c'est très important. En effet, ce que je dis, c'est comme, si vous voulez, c'est des petites notations sur... c'est très subtil, je veux dire, vous corrigez de vous-même. Là, Comtesse, il vient de me donner, il me semble, un exemple où il corrige de lui-même ce que je dis. En effet, c'est tellement plus compliqué. Ah, ça, d'accord, c'est très compliqué. Oui. Ça n'empêche pas. C'est une direction. Il ne faut pas, si vous croyez que je dis une vérité absolue, non, je ne dis pas une vérité absolue, je dis ce qui me paraît une tendance de cette pensée grecque. Et c'est toujours plus compliqué que ce qu'on fait. Vous voyez. Bon. Alors, je passe à, je dirais, bien, voilà, c'est ça, cette conception, cette première conception de la limite contour. Or, qu'est-ce qui se passe pour que quelques siècles plus tard, là je vais doucement, on se fasse de la limite une toute autre conception et que les signes les plus divers nous en viennent. Ils nous en viennent de tous les côtés. Si bien que je numérote mes exemples. Premier exemple, avec les stoïciens. Les stoïciens s'en prennent très violemment, d'après les textes d'eux qui nous restent, s'en prennent très violemment à Platon. Et je vous demande dans tous les exemples que je vais prendre d'avoir, vous, en arrière-pensée, que peut-être ça va d'une certaine manière pas exclusive, que ça va culminer tous ces courants, tous ces exemples que je donne avec Spinoza. Donc, premier exemple, les stoïciens. Rigolo ce qui se passe. Les stoïciens, ce n'est pas des Grecs. Hein. Ils sont au pourtour du monde grec. On pourrait toujours raffiner, dire que ça va être très important. Ils sont sur les contours du monde grec. Ce monde grec, il a beaucoup changé aussi. Il a tellement crevé à la lettre sous le thème de la rivalité des cités déterminées que il y a eu le rêve d'Alexandre, il y a eu tout ça, il y a eu un problème alors du monde grec. Comment faire le monde grec, hein? C'était autre chose que comment faire l'Europe, là, chez les Grecs, vous savez. Parce que, ouais. Bon, ça a engagé plein de choses. On ne peut pas comprendre Aristote, on ne peut pas comprendre les néoplatoniciens si vous n'avez pas quand même de vagues idées sur tout ce qui se passe dans l'histoire à ce moment-là. Voilà que ces stoïciens qui sont à peine des Grecs, qui sont à moitié des barbares, à moitié des Grecs, qui sont vraiment des drôles de gens, attaquent Platon et à partir de quoi? Pourtant, c'est pas que Platon manquait d'idées déjà venues de l'Orient. C'était pas les mêmes, faut croire, ou bien il y a un nouveau flux oriental. Il y a un grand auteur allemand qui a fait un livre qui est une merveille, qui s'appelle « La Grèce entre les bras de l'Orient », pour désigner cette époque, justement. Cette époque qui commence avec le stoïcisme.
avec l'ancien stoïcisme. C'est un beau titre, la Grèce entre les bras de l'Orient. Ouais. Eh bien, c'est grec, c'est grec, pas grec, c'est stoïcien. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais c'est bizarre. C'est très bizarre comme Platon et les idées. C'est pas ça qu'il nous faut. C'est pas ça qu'il nous faut. C'est une conception insoutenable. C'est finalement, ils disent, le contour de quelque chose, qu'est-ce que c'est? Mais le contour de quelque chose, c'est du non-être. En effet, le contour de quelque chose, c'est l'endroit où la chose cesse d'être. Le contour du carré, c'est pas du tout là où est le carré. Vous voyez comme c'est fort comme objection. Les grandes objections, elles sont toujours très simples. Ils prennent à la lettre, si vous voulez, ce platonisme que j'ai esquissé, très sommaire, à savoir, la forme intelligible, c'est la forme rapportée à un tact spirituel, c'est-à-dire, c'est la figure rapportée au contour. Ou bien l'expérience du sculpteur. Ils diront aussi bien contre Aristote, mais l'exemple du sculpteur, c'est complètement artificiel, le moule du sculpteur. C'est pas naturel, la nature, elle n'a jamais procédé par moulage. Ce qui a l'air très simple, mais ce qui est fort, quand on arrive à dire de quelqu'un, ah ben oui, ah ben il prend des exemples, ces exemples ne sont pas pertinents. Il dit, si on veut savoir, les stoïciens nous disent, mais si on veut comprendre quelque chose au problème de limite, on ne peut pas prendre le cas du sculpteur, puisque le problème du sculpteur, c'est un problème de pure aptitude, à savoir mouler quelque chose. Or, dans quel cas est-ce que la nature procède avec des moules? Elle ne procède pas avec des moules, la nature. Ou bien faudrait compter les cas où elle procède avec des moules. C'est sûrement dans les phénomènes superficiels qu'elle procède avec des moules. Les phénomènes dits superficiels précisément parce qu'ils affectent les surfaces. Mais la nature en profondeur, elle ne procède pas avec des moules. Par exemple, quand j'ai le bonheur d'avoir un enfant qui me ressemble, je n'ai pas envoyé un moule. Remarquez que des biologistes se sont accrochés à l'idée du moule. Il y a des biologistes, je pense, jusqu'au XVIIIe siècle, qui ont insisté sur le spermatozoïde analogue à un moule. C'est pas bien raisonnable. Buffon là-dessus avec grandes idées, tiens, ça me fait dériver, mais ça fait rien. Buffon avec grandes idées. Il disait, si l'on veut comprendre quelque chose à la production du vivant, il faudrait s'élever jusqu'à l'idée d'un moule intérieur. Formidable ça. Le concept de Buffon de moule intérieur, là, il pourrait nous servir. Un moule intérieur, ça veut dire quoi? Il dit, évidemment, c'est gênant. Là, je cite Buffon presque mot à mot. Il avait une grande idée, il dit, c'est gênant, parce qu'on pourrait aussi bien parler d'une surface massive. C'est-à-dire, moule intérieur, il dit, c'est un concept contradictoire. Et justement, c'est un bon cas, il y a des cas où on est forcé de penser par concept contradictoire. Parce que le moule, par définition, il est extérieur. Concerne les surfaces, on ne moule pas l'intérieur. Si vous moulez l'intérieur, si vous avez mis l'intérieur à l'extérieur. Bon, alors c'est dire que pour le vivant déjà, le thème du moule ne marche pas. Pourtant, il y a bien une limite du vivant. Et que les stoïciens, ils sont en train de tenir quelque chose de très fort. La vie, elle ne procède pas par moulage. Aristote a pris des exemples artificiels. Et sur Platon, ils se déchaînent encore plus sauvages, les stoïciens. Ils disent, mais vous comprenez, qu'est-ce que c'est que ces histoires, l'idée du carré? Comme si c'était sans importance que le carré soit fait en bois ou en marbre, ou en ce que vous voulez. Mais ça compte beaucoup. Il dit, c'est un sale truc, disent les stoïciens. Quand on définit une figure par ses contours, à ce moment-là, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est pareil. C'est comme ça, dit, c'est à cause de ça, disent les stoïciens,
que Platon a pu abstraire l'idée pure. Et il dénonce une espèce de tour de passe-passe. Alors c'est très injuste quant à Platon. Évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est pas si c'est juste ou pas quant à Platon, c'est qu'est-ce qu'ils ont à dire, eux. Et là, ça cesse d'être simple, ce qu'ils ont à dire. Comprenez, ils sont en train de se faire de la limite une toute autre image. Et en effet, quel est l'exemple? Qu'est-ce qu'ils vont opposer aux sculpteurs d'Aristote, c'est-à-dire au moule extérieur, à la figure optique tactile? Ils vont opposer des problèmes de vitalité. Problème de vitalité de quel type? Où s'arrête l'action? Tiens, c'est pas où s'arrête la forme. Réponse, où s'arrête le contour? Réponse, au contour. La forme s'arrête au contour, d'accord, il dit, c'est pas qu'ils contredisent ça, mais ils disent aucun intérêt de nous dire ça. Pas intéressant. Parce qu'en fait, la question, c'est pas du tout où s'arrête une forme, parce que c'est déjà une question abstraite et artificielle. La vraie question, c'est où s'arrête une action. Or là, vous n'allez pas pouvoir désigner des contours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a un texte très beau. Deuxième exercice pratique. Toute chose a-t-elle un contour? Bibliographie de l'exercice pratique. Un grand auteur américain actuel qui s'appelle Battison a écrit dans un livre en 2 tomes récemment traduit en français, un très beau livre qui s'appelle Vers une écologie de l'esprit, où il y a un texte admirable sur le langage des dauphins et toutes sortes d'autres choses à la fois récréatives et instructives. C'est un génie, Battison, hein, c'est un très grand homme. Eh bien, il y a un tout petit texte très, très amusant qui s'appelle « Toute chose a-t-elle un contour ?» Alors il prend des exemples, il parle avec sa fille, qui n'est pas très maligne, la fille. Et il dit, ben oui, alors tu vois, on parle en ce moment, est-ce que notre conversation, est-ce qu'elle a un contour? C'est intéressant ça, parce que quand un prof vous reprochait, du temps vous en faisiez encore, mais ça va revenir, du temps vous faisiez des devoirs, des dissertations, parce qu'un prof vous reprochait de sortir du sujet. Bon, hors du sujet, mais prenons à la lettre, en dehors du sujet. Bon, alors est-ce que ça veut dire que le sujet a un contour? Peut-être. Sinon, est-ce que ça voudrait dire hors limite? Hors limite. Est-ce que c'est spatial? Peut-être. À première vue, ça a l'air spatial. Mais est-ce que c'est le même espace? Est-ce que le hors limite et le hors du contour, est-ce que c'est le même espace? La conversation a-t-elle un contour? Mon cours d'aujourd'hui a-t-il un contour? Ma réponse est oui, il a un contour, il a un fort contour. On peut le toucher. Bon, on a abordé ce problème un peu. Est-ce que toute forme picturale a un contour? Pas sûr. Pas sûr. Enfin, revenons à ces stoïciens. J'oublie Battison, mais vous voyez, c'est un problème. Quels sont les sens différents de hors du sujet? C'est notre deuxième exercice pratique. Donc, dans la semaine prochaine, vous devez me remettre 2 exercices pratiques. N'oubliez pas. Et dessinez le contour d'une conversation. Vous verrez s'il vous faut un trait fermé ou pas. Alors, bon, qu'est-ce que c'est leur exemple favori? C'est jusqu'où va
l'action d'une graine. C'est bon ça, rudement bon. Une graine a une limite, mais une limite de quoi? Pas de figure quand même. Si elle a bien un contour, une graine, mais c'est pas de ça qu'il est question. Sans doute est-ce que, alors, il y aurait deux limites. La graine, je fais bien avec mon doigt en suivre le contour, et alors, qu'est-ce que j'aurais saisi de la graine? Lorsque j'apprends ensuite que la graine, perdue dans un mur, est capable de faire éclater le mur. Ah, la graine de tournesol fait sauter mon mur. Une chose qui avait un si petit contour. Jusqu'où va la graine de tournesol? Est-ce que ça veut dire quelle est sa surface? Non, disent les stoïciens. La surface, c'est là où se termine la graine, mais la surface, ça énonce exactement, dans leur théorie de l'énoncé, ils diront, ça énonce exactement ce que la graine n'est pas, c'est-à-dire là où elle n'est plus. Mais sur ce qu'est la graine, ça ne nous dit rien. Donc ils seront très forts quant à Platon. Ils vont arriver, ils vont dire mon Platon. Avec sa théorie des idées, il nous dit très bien ce que les choses ne sont pas. Il ne nous dit rien sur ce que sont les choses. Et il lance triomphant, les choses sont des corps, et pas des idées. Les choses sont des corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses sont des actions. Et la limite de quelque chose, c'est la limite de son action. Et ce n'est pas le contour de sa figure. Exemple encore plus simple. Vous marchez dans la forêt. Hein? Vous marchez dans la forêt touffue. En d'autres termes, dans la forêt puissante. Et vous avez peur. Et enfin, vous arrivez, vous voyez la forêt petit à petit s'éclaircit. Ah, et vous êtes content. Et vous arrivez à un endroit et vous dites, ouf, voici la lisière. La lisière de la forêt, c'est une limite. Alors, si c'est une limite, bon, d'accord. Est-ce que ça veut dire que la forêt se définit par son contour? C'est une limite de quoi? Est-ce que c'est une limite de la forme de la forêt? On peut le dire, c'est pas qu'on puisse pas le dire, on peut le dire, mais c'est un genre de limite qui est mal défini comme limite de la forme de la forêt. En fait, c'est quoi? C'est une limite de l'action de la forêt. C'est-à-dire, la forêt qui avait tant de puissance arrive à la limite de sa puissance. Elle ne peut plus mordre sur le terrain. Elle s'éclaircit, et ce qui montre que ce n'est pas un contour, c'est que vous ne pouvez même pas assigner le moment précis où ce n'est plus la forêt. Est-ce que vous étiez déjà dans les sous-bois? Comment vous êtes passé de la forêt au sous-bois, du sous-bois au taillis? Tout ça, c'est tiens, je n'ai pas besoin de me forcer beaucoup pour dire il y avait tendance. Et cette fois, la limite n'est plus séparable d'une espèce de tension vers la limite. C'est une limite dynamique qui s'oppose à la limite contour. La chose n'a pas d'autre limite que la limite de sa puissance ou de son action. La chose est donc puissance et pas forme. La forêt ne se définit pas par une forme, elle se définit par une puissance, puissance de faire pousser des arbres jusqu'au moment où elle ne peut plus. D'où la question que j'ai à poser à la forêt, ce n'est pas quelle est ta figure et quels sont tes contours. Je pourrais y répondre qu'en disant les contours, la seule question que j'ai à poser à la forêt, c'est quelle est ta puissance.
c'est-à-dire jusqu'où iras-tu? Voilà ce que les stoïciens découvrent et ce qui les autorise à dire tout est corps. Comprenez que lorsqu'ils disent tout est corps, ils ne veulent pas dire du tout simplement tout est chose sensible, parce qu'ils ne sortiraient pas du point de vue platonicien. S'ils définissaient la chose sensible par forme et contour, ça n'aurait aucun intérêt. Mais quand ils disent tout est corps, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire des choses très simples. Un cercle ne s'étend pas dans l'espace. Ne s'étend pas. La tension toujours. Un cercle ne s'étend pas dans l'espace, s'il est en bois, en marbre, ne s'étend pas dans l'espace de la même façon. Bien plus, tout est corps signifiera qu'un cercle rouge et un cercle bleu ne s'étendent pas dans l'espace de la même façon. Chose que tous les peintres, et même plus que les peintres, savent bien. Donc c'est la tension. Et alors, ils vont définir, c'est un coup de génie, les anciens stoïciens, ils vont définir les choses par quoi? Quand ils disent toutes les choses sont des corps, ils veulent dire toutes les choses se définissent non pas par forme contour, mais par, dans leur langage, tonos. Tonos. C'est-à-dire l'espèce d'effort contracté qui définit la chose. Si vous ne trouvez pas la contraction, la force contractée, la force embryonnée qui est dans la chose, vous ne connaissez pas la chose. Ce que Spinoza reprendra bien longtemps après, avec la forme. Qu'est-ce que peut un corps? Qu'est-ce que peut un corps? Voilà mon premier exemple, juste pour vous faire sentir que la notion de limite change complètement de sens. Deuxième exemple. Là, je l'avais abordé, mais c'est toujours dans mon souci de préparer, là, au second semestre, qu'on fera un peu sur la peinture. Après les stoïciens, au début du christianisme, et pourtant pas forcément chez des auteurs chrétiens, se développe vers le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ un type de philosophie très extraordinaire, sûrement extrêmement nouveau, qui est lié aussi au nouveau monde grec, et qu'on appelle l'école néo-platonicienne. Et là, je voudrais montrer que le préfixe néo, pour néo-platonicien, est particulièrement bien fondé. Parce que, bien sûr, c'est en s'appuyant sur des textes, et notamment, je suppose, les textes auxquels Comtesse faisait allusion chez Platon, c'est en s'appuyant sur les textes de Platon extrêmement importants que les néo-platoniciens vont complètement décentrer tout le platonisme. Si bien qu'en un sens, on pourra dire, mais ça y était déjà chez Platon. Seulement, ça y était comme pris dans un ensemble qui n'était pas celui-là. Et un des plus grands néo-platoniciens s'appelle Plotin. Or, Plotin, on a recueilli de Plotin une espèce de grand livre court, très admirable, qui s'appelle, et qu'on a intitulé, les Ennéades. Moi, je vous conseille, pour ceux que ça intéresse, de parcourir comme ça, ouvrir au hasard, sans rien savoir sur Plotin. Un texte admirable du point de vue qui nous occupe, qui est l'Ennéade 4, livre 5. Le livre 5 de la 4e Ennéade. Où vous verrez une espèce de prodigieux cours, ou discours, ou méditation poétique. Sur quoi? Sur la lumière. Sur la lumière. Texte admirable, prodigieux texte. Où Plotin va essayer de montrer que la lumière ne peut être comprise
ni en fonction du corps émetteur, ni en fonction du corps récepteur. Et son problème, c'est la lumière fait partie de ces choses dont on peut dire, non plutôt, la lumière fait partie de ces choses bizarres qui vont être pour Plotin les vraies choses idéales. Vous voyez, là, il y a une espèce de court-circuitage de Platon très très étonnant. La lumière fait partie de ces choses idéales qu'on reconnaît à ceci qu'on ne peut plus dire. Elle commence là, elle finit là. Où finit une lumière? Quelle histoire, c'est un texte prodigieux. Vous me direz pourquoi 3 siècles avant, pourquoi on ne pouvait pas le faire, ce texte? J'en sais rien. Si on comprend bien ces trucs-là, on comprend tout, je crois, de la pensée et du mouvement de la pensée. Pourquoi c'est dans le monde dit alexandrin que vont alors proliférer ces méditations sur la lumière pure? Je dis que c'est comme un manifeste, on pourrait l'appeler manifeste pour un monde optique pur. La lumière n'a pas de limite tactile. Et pourtant, il y a bien une limite, mais une limite très particulière, pas du tout une limite telle que je puisse dire ça commence là, ça finit là. Là, c'est fini. Non. Je ne pourrais plus dire ça. En d'autres termes, la lumière va jusqu'où va sa puissance. En d'autres termes, Plotin est à la fois hostile aux stoïciens, il se dit platonicien, mais pressentait l'espèce de retournement du platonisme qu'il est en train de faire. Je crois que c'est avec Plotin que commence vraiment en philosophie un monde optique pur. Les idéalités ne seront plus que optiques, c'est-à-dire elles seront lumineuses, sans aucune référence tactile. Dès lors, la limite optique est d'une toute autre nature. Est-ce que la lumière, ben oui, la lumière, elle fouille les ombres. Et l'ombre, est-ce qu'elle fait partie de la lumière? Oui, elle fait partie de la lumière. Et vous aurez une gradation lumière-ombre ou ombre-lumière qui développera l'espace. Qu'est-ce qu'ils sont en train de trouver? Que plus profond que l'espace, il y a la spatialisation. Que l'espace n'est jamais, ça Platon le savait pas. Là-dessus, quand cette idée s'impose d'une spatialisation plus profonde que l'espace, on peut toujours se mettre à relire Platon et à dire, mais oui, mais oui, il y a 1000 textes de Platon qui préparaient ça. Mais c'est là où j'invoque toujours la nécessité d'un tact en philosophie. Si vous dites c'est déjà dans Platon, vous vous privez de beaucoup de joie, monsieur, vous vous privez de... Et puis vous êtes amené un pas de plus, vous ferez des contresens énormes. C'est dans Platon, mais virtuellement. Il y a des textes de Platon sur la lumière, d'accord, d'accord. Vous trouverez tout ce que vous voulez. À vous d'avoir une espèce d'art immense. Ça n'empêche pas que, si alors vous lisez les textes de Platon sur la lumière, par exemple, fin du livre 6 de la République, et en face, le texte de Plotin que je vous cite de la 4e Énéade, si vous les lisez face à face, vous voyez que, donc, vous comprenez tout de suite que vous ne savez pas pourquoi, mais vous acceptez immédiatement l'idée qu'il fallait quelques siècles entre un texte et l'autre, que ce n'est plus le même monde. Vous le savez de certitude avant de savoir pourquoi. Que la manière dont Plotin extrait ces textes de Platon et dont il développe pour lui-même un thème de la lumière pure ne pouvait pas être platonicien. Parce qu'encore une fois, le monde grec de Platon, c'est un monde, je dis ça pour résumer, pour être plus simple, c'est un monde qui n'est pas un monde optique, mais un monde vraiment optique-tactile. Tandis que la découverte d'une lumière pure et de la suffisance de la lumière pour constituer un monde, ça implique que sous l'espace, on ait découvert le phénomène de la spatialisation.
Alors ça, c'est pas une idée platonicienne, la spatialisation de l'espace. Ou on peut en trouver des germes dans le Timée, oui. Oui, mais on verra que c'est pas. Non. L'espace saisi comme le produit d'une expansion, ça. C'est-à-dire, l'espace est second par rapport à l'expansion et pas premier. L'espace est le résultat d'une expansion. Ça, c'est une idée très bizarre qui, à mon avis, même on pourrait dire, pour un grec classique, aurait été incompréhensible. Qu'est-ce que veut dire une expansion qui ne présuppose pas déjà un espace? Pas facile comme idée. Il fallait découvrir là. Il fallait que beaucoup de choses passent, à commencer par un approfondissement du pythagorisme, par l'idée de... par toutes sortes d'influences orientales. Ça, c'est une idée qui vient d'Orient. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je risque pas de me tromper beaucoup, là. Ça sent l'Orient, cette idée-là. Que la lumière soit spatialisante. C'est pas elle qui est dans l'espace, c'est elle qui constitue l'espace. Pas une idée grecque, ça. Vous savez, tout comme on sent, là, on sent ceci, on sent cela, on dit, ah bah oui, ça c'est pas une idée de là-bas. Non, ça vient d'ailleurs, ça. Il faut, quand vous lisez de la philosophie, il faut être très sensible à ces trucs-là. Bon, voilà. Troisième exemple, après les stoïciens et Platon. Encore quelques siècles après. Éclate, là je l'ai dit, puisque c'est comme une confirmation, éclate quoi? Éclate une forme d'art qui a une importance très grande, à savoir l'art dit byzantin. Et c'est un problème pour les critiques d'art que de rechercher en quoi l'art byzantin à la fois reste lié à l'art grec classique et en même temps rompt, d'un autre point de vue, rompt complètement avec l'art grec classique. Si je prends les analyses d'un des meilleurs critiques à cet égard, à savoir un auteur autrichien, je crois bien, pas allemand, je sais pas, je crois bien qu'il est autrichien, enfin, Riegel, R-I-E-G-L, Riegel dit une chose extrêmement rigoureuse, c'est un des meilleurs spécialistes de l'art byzantin. Il dit, ben, vous comprenez, dans l'art grec, hein, bien sûr, c'était déjà très compliqué, mais en très gros, lui-même il dit, c'est très gros ce que je dis, c'est pour vous donner des points de repère. Vous avez un primat de l'avant-plan. La grande différence entre l'art grec et l'art égyptien, c'est que dans l'art grec se fait la distinction d'un avant-plan et d'un arrière-plan. Parce que dans l'art égyptien, en gros, en très gros, les deux plans sont sur le même plan. Par exemple, c'est tout le bas-relief égyptien. Bon, c'est très sommaire, hein, ce que je dis, je résume, un point de vue de Riegel. Il dit, bon, se fait ce décalage dans l'art grec, c'est le temple grec. C'est l'avènement, c'est ce que Riegel appelle d'un terme très admirable, c'est l'avènement du cube. Je peux pas, je peux pas. C'est l'avènement, je peux pas, parce que je suis enroué. Je peux pas, hélas. C'est l'avènement du cube. Hein, le cube. Si vaste, le cube. Bon, tandis que les Égyptiens, c'était quoi? Vous voyez, la pyramide, c'est la pyramide. Hein? Or la pyramide, c'est des surfaces planes. Vous voyez? Où que vous vous mettiez, vous êtes toujours sur une surface plane. C'est embêtant, la pyramide, c'est un truc diabolique. Hein? C'est une manière de cacher le volume. Très bizarre. Évidemment, il faut que le volume dans un petit cube qui est la chambre funéraire. Mais il flanque des surfaces planes, des triangles isocèles, pour cacher le cube. Les Égyptiens, ils ont honte du cube. Le cube, c'est l'ennemi. C'est le noir, c'est l'obscur. C'est le tactile. Alors ils font ça, bon. Mais en tout cas, c'est sur le même plan. Les Grecs, ils inventent un truc formidable. Ils inventent le cube.
Ils n'ont pas honte du cube, eux. Ils font des temples cubiques. Ah, alors, quoi? C'est-à-dire, ils décalent l'arrière-plan et l'avant-plan. Mais ils rigolent très bien, regardez bien, toutes les œuvres grecques, il y a un primat de l'avant-plan. Et le primat de l'avant-plan, il est lié à la forme, et parce que c'est la forme qui a le contour. Donc, primat de l'avant-plan, primat de la forme, rapport de la forme avec le contour, ça ne fait qu'un. C'est pour ça qu'il définira le monde grec comme un monde tactile-optique. Oh. Oh. Vous me suivez? Les Byzantins. Alors là, c'est très curieux. Vous voyez des mosaïques, hein? Il est niche. Les flancs dans des niches. Donc, il les recule. Très rigolo, ça. Et l'espace. Comme on dit, il n'y a pas de profondeur dans l'art byzantin. Mais pourquoi qu'il n'y a pas de profondeur dans l'art byzantin? Évidemment, il n'y a pas de profondeur. Pour une raison simple, c'est que la profondeur, elle est entre l'image et moi. Je ne suis pas censé, un des drames de l'art byzantin, c'est un drame moderne. À savoir qu'à cause de l'appareil de photo, encore une fois, tout est venu des méfaits de la photo, on photographie les mosaïques. C'est-à-dire, on va se mettre à 10 cm. C'est une honte. C'est une honte, il faudrait tuer les photographes, puisque, par définition, c'est le contresens. C'est le contresens, puisque toute la profondeur byzantine, c'est l'espace entre le spectateur et la mosaïque. Si vous supprimez cet espace, c'est comme si, je ne sais pas moi, c'est comme si vous regardiez un tableau hors de toute condition de perception. C'est odieux. Alors, vous comprenez, bon, on flanque tout. En d'autres termes, les Byzantins, l'air de rien, ils font un coup de force énorme. À savoir, ils mettent le privilège dans l'arrière-plan. Et toute la figure va sortir de l'arrière-plan. Toute l'image va sortir de l'arrière-plan. Mais à ce moment-là, comme par hasard, la formule de la figure ou de l'image, ça n'est plus forme-contour. Forme-contour, c'était pour la sculpture grecque. C'est plus forme-contour. Et pourtant, il y a bien une limite. Et pourtant, vous me direz, il y a bien des contours, même dans les mosaïques, c'est très net les contours, oui, mais c'est pas ça qui agit. C'est pas ça qui est intéressant. C'est pas par là que l'œuvre agit. Tandis que dans la statuaire grecque, c'est bien par le contour que ça agit. Le contour en tant qu'il capte la lumière, mais là, c'est pas du tout ça pour la mosaïque byzantine. C'est plus forme-contour, je dis quoi? C'est lumière-couleur. C'est-à-dire que ce qui définit, au sens propre de définir, à savoir marquer les limites de quelque chose. Définir, c'est marquer les limites. Une définition, c'est une indication de limite. Ce qui définit la figure byzantine, ça n'est plus forme-contour, c'est lumière-couleur, c'est-à-dire la figure se poursuit jusqu'où va la lumière qu'elle capte ou qu'elle émet, et jusqu'où va la couleur dont elle est composée. D'où, en effet, et l'effet sur le spectateur est quelque chose de prodigieux, à savoir, par exemple, un œil noir va exactement jusqu'où ce noir rayonne. D'où l'impression de ces figures qui sont vraiment, dont le visage est dévoré par les yeux. En d'autres termes, il n'y a plus un contour de la figure, il y a une expansion de la lumière-couleur. Et la figure ira jusqu'où elle agit, par lumière et par couleur. Je peux dire, c'est le renversement du monde grec.
Je peux dire les deux à la fois. Mais oui, ça part du monde grec. Seulement, ce que les Grecs n'avaient pas su faire, ou parce que ou s'était même pas proposé de faire, c'est une libération de la lumière et de la couleur. C'est avec l'art byzantin, comme dit tout le monde, ou comme dit Rigol, et l'idée ensuite de dire tous partout, c'est avec l'art byzantin que se libère, et la lumière et la couleur par rapport à l'espace. Pourquoi? Parce que ce qu'ils découvrent, c'est que la lumière et la couleur sont spatialisantes. Donc l'art ne doit pas être un art de l'espace, ça doit être un art de la spatialisation de l'espace. Donc je dirais que, si vous voulez, et là c'est une idée qui va de soi, entre l'art byzantin, du point de vue de la peinture de mosaïque, par exemple, et de l'architecture aussi, et les textes un peu antérieurs de Plotin sur la lumière, il y a une résonance évidente, quoi. Ce qui s'affirme, c'est une même conception de la limite. Dernier exemple sur lequel je voudrais passer là plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de... Je dirais maintenant, il y a donc deux sortes de limites. Je pourrais multiplier mes oppositions entre limites. Je disais, il y a une limite contour et il y a une limite tension. Deuxièmement, il y a une limite espace et il y a une limite spatialisation. Il y a une limite contour, oui encore, et une limite lumière-couleur. Il y a une limite état. Il y a une limite terminus. Et une limite tension. Alors, ce qui m'intéresse en un sens, ce n'est pas du tout les remarques des mathématiciens actuels, par exemple, sur le non-sens mathématique que représenterait aujourd'hui la formule tendre vers une limite. La seule chose qui m'intéresserait plutôt chez les mathématiciens modernes, c'est quels sont leurs concepts à eux, quels sont leurs concepts positifs. Mais ce qui m'intéresse quant au passé, c'est en quoi l'idée de tendre vers une limite, c'est vraiment fondé sur des expériences de tout genre, expériences de pensée, expériences esthétiques, qui changeaient complètement. Et la conception de l'individu, et de la forme, et de la lumière, etc., et de la couleur, etc. Et pour le dire plus brièvement encore, je prends un dernier exemple, là, qui m'a servi là, pour d'autres choses, d'autres années. Je dis, opposons, là, pour être très simple, voyez, il faut... Les hommes, comment ils opèrent des distributions? Les hommes, ils opèrent des distributions en partageant un espace. Alors, par exemple, dans un grand carré, ils font des petits carrés. C'est ce qu'on appelle le cadastre. Ce carré est à toi, celui-là est à moi, etc. Bon, vous voyez, on partage un espace. Je dirais c'est une conception de la limite contour. Il y a plus, là où finit mon carré à moi et où commence le tien, on va mettre une borne. Comment se dit borne en latin? Ça se dit évidemment, vous pouvez l'inventer vous-même, vous n'avez même plus besoin de chercher dans le dictionnaire. Borne ne peut se dire que terminus. C'est la conception de la limite contour. Mais les vaches, elles, comment elles font par rapport à l'espace? Elles font bien mieux que ça. Remarquez, les deux conceptions se chevauchent. Vous prenez une prairie, hein? Peu importe qu'elle soit limitée ou pas, elle peut être limitée.
À ce moment-là, elle est clôturée, limite contour. Mais elle peut avoir une limite d'un autre type. C'est-à-dire, c'est une prairie clairière. Elle n'est pas clôturée, donc, mais plus on va, plus la forêt commence. C'est donc une prairie qui tend vers la limite forêt. Sans qu'on puisse bien dire, ah ben, c'est déjà la forêt là, ou ça l'est plus, c'est la prairie. Vous voyez, c'est une conception dynamique de la limite. Alors bon, les vaches, comment? Ben, les vaches savent, et les paysans aussi, qu'une prairie ne peut pas nourrir n'importe quel nombre de vaches. C'est même ça qu'on appelle la sélection naturelle. Il y a toujours des bêtes qui meurent s'il y en a trop par rapport au milieu. Comment vont faire les bêtes, les vaches? Les vaches ne font pas des petits carrés dans la prairie. Avec ça c'est mon carré et puis ça c'est le tien. Comment elles font? Au lieu de distribuer l'espace, elles se distribuent dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça n'exclut pas des rapports de hiérarchie, remarquez. Il y a la vache en chef, hein. Il y a la vache plus prestigieuse, celle qui s'octroie la meilleure, je ne peux plus dire carré, la meilleure zone. Une zone de vache, ce sera quoi une zone de vache? C'est jusqu'où peut aller la vache dans son appétit quotidien. C'est-à-dire la zone d'herbage qu'elle peut tondre de sa langue râpeuse. Hein? Bon, là je suis en plein dans un exemple stoïcien. Ça c'est une drôle de limite, il n'y a pas de barrière là. La limite de l'appétit d'une vache, vous ne pouvez pas dire ça commence à tel brin d'herbe, ça finit à tel brin d'herbe. C'est une limite de puissance. Et tant bien que mal les vaches s'arrangent. Vous savez par science empirique qu'il faut telle quantité de terrain pour nourrir une vache. Donc si vous êtes un bon paysan, vous n'allez pas mettre 20 vaches sur un terrain qui ne peut en nourrir que 10. Parce que si on aura 10 qui risquent de mourir, surtout les petits veaux qui... mais à cette idée, notre cœur se serre. Ces petits veaux qui meurent. Bon. Donc vous allez mettre 10 vaches sur un terrain, en gros pour 10 vaches. Mais vous n'allez pas donner des carrés à chaque vache, c'est pas de la limite contour, c'est de la limite puissance. Les vaches vont se distribuer elles-mêmes d'après leur rapport, y compris leur rapport de hiérarchie. De telle manière que sur tel espace de temps, l'ensemble de la prairie soit tondu. D'une manière dynamique. Et il y aura des territoires, mais des territoires qui ne seront pas marqués par des barrières. Le territoire d'une bête, c'est quoi? C'est jusqu'où va sa puissance. Et qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'éthologie? L'éthologie qui n'est qu'un synonyme de l'éthique. C'est la science des puissances et des limites en ce second sens. Et qu'est-ce que c'est que le cri éthique? Qu'est-ce que peut un corps? Toujours la même chose. Qu'est-ce que peut un corps? C'est de quoi est-il capable? Quelle est sa puissance? À quoi verra-t-on sa puissance? À la limite au sens dynamique. Or, encore une fois, la limite contour nous laisse complètement échapper la limite dynamique. La limite dynamique est spatialisante, alors que la limite contour suppose un espace tout fait, un espace mesuré. Vous me suivez? Alors enfin, parce qu'on n'en peut plus. Pas de questions sur tout ça, hein, c'est très simple, c'est très...
Et je voudrais que vous sentiez là quelque chose passe en quelque sorte, quelque chose passe de très important lorsque la limite n'a plus été conçue. Et comprenez que même politiquement, ça pose en effet des problèmes politiques sur la conception à ce moment-là des territoires. Si les territoires sont des expressions dynamiques et non plus des contours géométriques. C'est plus le géomètre qui vient le maître des choses. L'arpenteur, c'est plus rien du tout, quoi. C'est plus une question d'arpentage, quoi. Non. Il faut que la géométrie se dépasse vers une dynamique beaucoup plus profonde. On n'est pas loin du monde de la Renaissance. Même le régime de la violence change complètement. Que penser à ce que les Grecs appellent violence, ce que les Grecs classiques appellent violence, c'est outrepasser les limites. Outrepasser les limites quoi? Outrepasser les limites telles qu'ils les entendent, outrepasser les limites contours. Et ils le disent très bien, chacun a son lot. Qu'il le veuille ou pas, chacun a son lot. S'il outrepasse les limites de son lot, c'est-à-dire de sa propriété, eh bien, ça ne va plus. Les dieux le rendront fou. Bon, mais ensuite ça change singulièrement la conception. Pensez à ceci, rien vous pouvez faire alors 1000 exercices pratiques. Je prends 3e exercice pratique pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'une frontière? Qu'est-ce que c'est une frontière? Est-ce que c'est la limite au sens de contour ou est-ce que c'est la limite dynamique? Ça dépend des moments, ça dépend des pays, ça dépend de l'histoire, ça dépend de la géographie, ça dépend de 1000 choses. Alors revenons-en à Spinoza un peu plus fort. Pourquoi Spinoza? Il y a des points sur lesquels je vais vite avant de finir, hein, parce que il y a des points sur lesquels Spinoza, il ne fait même pas problème. Il hérite de tout ça. Spinoza a beaucoup à faire avec le stoïcisme. Pour lui aussi, il y a une critique absolue des idées avec un grand I, les idées séparées. Il y a une formule fameuse de Spinoza qu'on cite toujours, mais très souvent on la cite séparée de son contexte. Et c'est dommage parce que quand on va voir le contexte, on est tout à fait intéressé. C'est la formule « toute détermination et négation ». En latin, omnis determinatio negatio est. Toute détermination et négation. Mais ça veut dire quoi, ça? Vous trouvez ce texte, lettre 50. Lettre 50 à un monsieur qui s'appelait Gels, J-E-2-L-E-S. Et Spinoza s'explique très bien. Il s'agit du contour des figures, explicitement. Il dit le contour détermine la figure, d'accord. D'accord, le contour c'est la détermination de la figure. Mais le contour en même temps, il nous dit ce que la figure n'est pas. Parce que le contour désigne le lieu où la figure n'est plus. Donc le contour est bien détermination, mais c'est une détermination négative. Toute détermination est une négation. C'est à propos de la limite contour que explicitement Spinoza lance sa formule qui fera fortune. En d'autres termes, je peux déjà en conclure, si je suis honnête en lisant ce texte, qu'un problème subsiste. S'il y a une détermination qui n'est pas un contour, est-ce que celle-là aussi est une négation? Et si Spinoza ne veut pas l'appeler détermination, comment est-ce qu'il l'appellera? Bon, ça lance donc un problème. Hein? Alors, quand il nous dit ça, Spinoza dit très bien,
les figures sont des êtres de raison, c'est-à-dire les figures sont des abstraits. Une figure, c'est une abstraction. Il fait sa grande critique de la figure géométrique. Et pourtant, il emploie une méthode géométrique, c'est bizarre. Peu d'auteurs ont poussé aussi loin la critique de la figure géométrique. Et pourtant, il emploie une méthode géométrique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans la géométrie, il y aurait autre chose que figure et contour? Oui, nous dit Spinoza, il y a autre chose. Tant que je considère figure et contour, je suis dans une pure et simple abstraction. Et nous dit-il, rien dans la nature ne se fait par figure et contour, exactement comme je vous disais tout à l'heure, rien ne se fait par moule. Il dit, on n'a jamais vu un cercle dans la nature se faire géométriquement. Il y a bien des choses qui deviennent rondes, et c'est ça qui est intéressant. Il y a des choses qui deviennent rondes, mais elles ne deviennent pas rondes avec un compas. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est donc une critique de toute conception de l'idée abstraite. Il nous dit, eh ben voilà, prenez, il y a deux définitions du cercle. Et il nous invite beaucoup à méditer sur la différence entre ces deux définitions. Première définition du cercle. C'est le lieu des points situés à égale distance d'un même point nommé centre. Immédiatement, vous voyez, je définis le cercle par son contour. Le lieu des points situé à égale distance d'un point nommé centre, c'est ça que j'appellerais un contour circulaire. La figure est définie, la forme du cercle est définie par son contour. On nous a dit, on n'a jamais rien tiré de cette définition. Et quand les géomètres tirent quelque chose d'une définition du cercle, c'est qu'ils ont donné du cercle, implicitement ou non, une toute autre définition. Cette autre définition, c'est quoi? C'est une figure produite. Figure produite. En d'autres termes, c'est une définition par la raison de production. Ou ce qu'on appelle en géométrie une définition génétique. Pensez à la graine des stoïciens. La graine doit faire l'objet d'une définition génétique. Là, le cercle aussi doit faire l'objet d'une définition génétique. On définira le cercle comme la figure produite par un segment de droite tournant autour d'une de ses extrémités. Ainsi vous engendrez un cercle. Et peu importe que la nature, alors là, peu importe que la nature n'engendre pas ainsi les cercles. Parce qu'au moins vous avez rapporté le cercle à une puissance qui dans ce cas n'est pas celle de la nature, mais est la puissance de votre esprit. Vous pouvez produire un cercle avec cette définition-là. Tandis que l'autre définition ne vous donne aucun moyen de produire un cercle. C'est-à-dire comment obtenir le lieu commun des points. Seule l'autre définition vous donne un moyen de production, une règle de production. Elle vous donne donc une raison génétique du cercle. C'est une définition génétique. Vous direz que le cercle a une puissance. Le cercle n'est plus défini comme une forme. Il est défini comme une puissance. La règle génétique, c'est la puissance de produire du cercle. Et le cercle ira jusqu'où va cette puissance. Le cercle sera défini par une puissance interne, non plus par un contour externe. À ce moment-là, et sous cette condition-là, la méthode géométrique peut nous dire quelque chose de réel.
Bon, alors, je raccroche avec ce que je viens de dire. La notion paradoxale de rapport différentiel, dy sur dx égale 0 sur 0, nous donnait l'idée d'une limite non plus au sens de contour, mais au sens de ce vers quoi tendent x et y quand ils s'évanouissent. 0 sur 0 n'est pas du tout égal à 0, parce qu'en fait, il définit la limite vers laquelle x et y tendent lorsque x devient dx et y devient dy, c'est-à-dire lorsque x et y deviennent plus petits que toute quantité assignable. C'est exactement le rapport au niveau des sens, c'est exactement le rapport. Forêt-lisière. C'est exactement le rapport lumière-spatialisation. Donc c'est dans cette perspective qu'on retrouve une confirmation d'une espèce au XVIIe siècle de reprise. Je ne dis pas du tout que c'était la même chose que chez les Alexandrins, chez les néoplatoniciens, mais d'une reprise de la tentative pour un espace optique pur. Une espèce de truc de lumière, mais vous voulez là précisément la lumière et la puissance se sont tellement identifiés. Jusqu'où va la puissance de quelque chose, jusqu'où va la lumière de quelque chose. Bon, on voyait à ce moment-là que l'analyse infinitésimale telle que le XVIIe siècle l'interprète, encore une fois, je dirais, mais il ne faut même pas la privilégier, c'est pour ça que ça nous est égal de savoir si mathématiquement c'est au point, parce que la question n'a aucun sens. L'interprétation qu'il donne de l'analyse infinitésimale, elle est aux mathématiques ce que la peinture du XVIIe est à la peinture, lorsque se refait une grande tentative de la peinture de lumière, où le contour n'est plus du tout présent comme contour tactile de la chose, même virtuel comme contour tactile virtuel. Chez Rembrandt, par exemple, chez les Hollandais, ce n'est pas un contour tactile, même virtuel. C'est une limite à un tout autre sens lorsque vous parlez de la limite des ombres et des lumières. Bon, c'est une zone et pas du tout un contour, c'est un art de zone. Bon. Ça tend vers une limite, il y a donc une limite tension qui s'oppose point par point à la limite contour. Ça, c'est le monde du XVIIe siècle. Me resterait alors enfin un dernier point. J'ai uniquement commenté aujourd'hui en quoi l'individu est-il un rapport et quel rapport. C'était le lien rapport et infini. Et deuxièmement, en quoi est-il puissance, et ça c'était l'autre lien, puissance limite. Et les deux sont absolument liés. Si je prends mon premier groupe de notions, rapport et infini, et mon second groupe de notions, puissance limite, voyez qu'ils s'enchaînent absolument. Puisque, encore une fois, la limite est limite du rapport. Donc vous passez de l'un à l'autre de manière continue. Il me reste enfin un troisième point, c'est en vertu de ceci que le mode est rapport et non pas terme. En vertu de cela que le mode est puissance et non pas contour. Le mode va être, l'individu va être dit en plus mode intrinsèque. Mode intrinsèque, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais que vous y réfléchissiez, là je m'arrête. Je voudrais que vous y réfléchissiez à partir d'un exemple que, dont la prochaine fois je partirai pour commenter cette notion de mode intrinsèque. Créateur de cette notion, un grand philosophe théologien qui s'appelle Duns Scott,
S-C-O-T. Un texte de Don Scott dit, voilà, la lumière blanche. La lumière blanche peut être plus ou moins intense, mais une lumière plus ou moins intense, ça ne veut pas dire plus ou moins lumière. La lumière est lumière. Simplement, elle est identiquement et semblablement lumière, mais elle l'est sous plusieurs modes. Ce sont les modes intrinsèques de la lumière. Pourquoi je veux partir de ce texte? Parce qu'il y a un texte de jeunesse de Spinoza, très curieux, où Spinoza dit « Si la muraille est toute blanche, qu'est-ce qui se passe? Si la muraille est toute blanche, qu'est-ce qu'on peut distinguer sur elle ?» Il n'y a que deux réponses possibles. Ou bien on ne peut rien distinguer, ou bien on peut distinguer quelque chose. Prenons l'exemple, prenons l'autre cas. La lumière n'est pas seulement toute blanche sur le mur, mais au charbon, j'ai tracé un bonhomme, deux bonshommes. Je dirais, la lumière n'est pas seulement toute blanche. J'y ai ajouté deux dessins. J'ai fait sur le mur deux dessins. Je distingue un dessin de l'autre. Là, cherchons pas trop compliqué, je les distingue comment? Par le contour. Comment j'appellerais cette distinction des deux dessins par le contour? Je dirais, c'est une distinction extrinsèque. Un bonhomme est à l'extérieur de l'autre. Car enfin, si j'ai diaboliquement mêlé les deux bonshommes en un, déjà j'aurais de la peine. Est-ce que je les distingue? Est-ce que je les distingue pas? Non. Voilà, j'ai mes deux situations limites. Mon mur tout blanc, pas de dessin. Mon mur avec deux bonshommes distincts, distinction extrinsèque. Est-ce que je peux introduire sur le mur blanc des distinctions qui ne soient pas extrinsèques? Troisième exercice, quatrième, septième exercice pratique. Donc on partira de là pour la prochaine fois. Voilà, j'arrête parce qu'on est tous malades.